Colonel de réserve Kobi Marom, merci d'être notre invité. Vous étiez commandant de brigade à l'époque, au moment des faits, au moment de cette tragédie, des hélicoptères. L'une des mères que nous avons interrogées a dit qu'elle ne ressentait pas de la colère. Est-ce que c'est également votre ressenti ? Vous savez, Mathias, c'est dans cet endroit très pastoral que nous avons perdu il y a 25 ans 73 soldats et officiers au cours du crash de 2 hélicoptères en direction du sud Liban. J'étais à l'époque commandant de brigade, responsable de toute la frontière orientale avec le Liban. Et en tant qu'officier, je peux vous dire que cela a été la nuit la plus difficile de ma vie. Il n'y a pas d'académie militaire en Israël ou au monde qui puisse vous apprendre en tant que personne ou officier comment gérer un tel incident. Vous perdez autant de soldats en un seul instant. Un incident qui va en plus affecter la lutte contre le Hezbollah. Pourquoi utilisions-nous des hélicoptères pour transporter nos soldats en direction du sud Liban ? Eh bien parce que la technique du Hezbollah, c'était d'attaquer nos convois au sol par des dispositifs explosifs le long des routes qui nous amenaient vers nos positions avancées dans la zone tampon. Nous pensions ainsi qu'il était plus sûr de transporter nos soldats la nuit, par hélicoptère. Il n'y avait rien de spécial au cours de ces vols. Les pilotes des appareils connaissaient la route. Et juste au-dessus de nos têtes, lorsque ces pilotes ont reçu l'autorisation de vol, ils ont éteint leur feu de position. Mais la communication entre eux était catastrophique. Ils se sont crashés juste ici, là où nous sommes. Est-ce que vous vous souvenez exactement de l'endroit où vous étiez au moment des faits ? J'étais à 5 minutes de là, dans un kibbutz de la région, dans le village de Kfar Giladi. Et d'ailleurs, ma famille vivait dans le secteur. Ma femme a entendu le bruit de l'explosion. Elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde que ce qu'elle avait entendu à quelques mètres de notre maison, c'était le crash de 2 hélicoptères militaires transporteurs de troupes. Il m'a fallu 5 minutes pour me rendre sur place, pour gérer l'incident et donner les premiers ordres pour contrôler la scène. Je ne pensais qu'à une seule chose, être capable de donner les premiers soins aux blessés et d'évacuer par hélicoptère les blessés les plus graves. Mais au terme d'une trentaine de minutes, j'ai compris qu'il n'y avait aucun survivant. Je venais de comprendre que le lendemain serait un jour différent dans ma vie, de celle de l'armée, de la région. Mais qu'est-ce qui se passe ? Au moment où vous arrivez sur place, vous parlez avec qui ? Avec le général du front, non ? Avec le chef d'état-major ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? En tant que commandant qui était contraint d'agir et de gérer l'incident à ce moment, je n'avais pas le droit de m'arrêter pour penser. Vous devez agir et donner des ordres, faire en sorte que tous les secouristes puissent arriver sur place le plus rapidement possible. C'était une scène de chaos où beaucoup de gens voulaient savoir ce qui se passait. Et c'était aussi mon propre défi, contrôler la zone et ne permettre uniquement qu'au personnel médical de gérer la scène et de voir s'il pouvait éventuellement sauver certains blessés parmi les soldats. Mais en même temps, colonel Kobi Marom, au moment où vous devez gérer cette scène, cette tragédie, il y a toujours l'ennemi du Hezbollah qui combat les soldats israéliens. Oui, vous avez raison, c'était le moment le plus complexe de ma carrière militaire. C'était un vrai défi pour moi et mon leadership en tant que commandant de brigade. Je savais que le Hezbollah allait se servir de cette tragédie pour attaquer nos positions. Et le mouvement terroriste savait que nous avions pris un coup au moral en perdant 73 soldats et officiers. L'année 1997 a d'ailleurs été une année terrible en termes de pertes humaines dans nos rangs. Nous avons perdu dans d'autres incidents plus d'une centaine de soldats et officiers cette année-là. Et cela a entraîné une série de manifestations dans tout le pays. Comme vous le savez déjà, le mouvement des 4 mers a fait tout ce qu'il pouvait pour convaincre le gouvernement de se retirer du Sud-Liban. Et je pense que lorsque nous regardons en arrière le cours de l'histoire, leur mouvement de protestation a influencé le gouvernement, l'opinion publique et les leaders politiques de l'époque. C'est ce qui a conduit Ehud Barak à s'engager et à se retirer du Sud-Liban s'il était élu. Sur le plan de la sécurité nationale, je pense que cet incident a été le déclencheur de ce départ du Sud-Liban 3 ans plus tard. Mathias, je doute que l'armée se serait retirée de la zone sans ce tragique accident en 1997. Et je pense sincèrement qu'il faut donner plus de crédit à cette décision d'Ehud Barak de sortir de manière unilatérale du Sud-Liban, et ce contre l'avis de l'état-major qui s'opposait à cette décision, en affirmant que cela aurait des conséquences stratégiques sans la présence de nos troupes sur la frontière internationale. Et 25 ans après, vous dites qu'Israël est sorti du Sud-Liban, mais en même temps, pour quel prix ? C'est-à-dire que le Hezbollah est toujours aux portes d'Israël, Israël est sorti de la bande de Gaza et il y a toujours le Hamas à l'intérieur. Les rebelles houthis pro-iraniens visent les Émirats au moment où le président Herzog est sur place. Alors pour quel prix finalement ?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais partager ce que je retiens de cette nuit, celle du 4 février 1997. Tout d'abord, c'est l'incroyable qualité de nos soldats et officiers dans nos unités combattantes. Ce sont ces mêmes soldats qui étaient déployés dans nos positions avancées au sud Liban, au château de Beaufort par exemple, qui la veille avaient perdu leurs amis les plus proches, leurs frères d'armes. Mais ils ont continué à lutter bravement contre le Hezbollah, à patrouiller et à opérer, parce que nous n'avions pas d'autre choix. J'étais très fier de mes soldats et des officiers. Vous savez, on m'a proposé un suivi psychologique, mais je leur ai répondu qu'il n'en était pas question. Dans ce contexte de lutte contre le Hezbollah, le meilleur remède, c'était de rester soudés, unis, d'opérer ensemble. Puis j'aimerais avoir aussi une pensée pour les familles des soldats victimes de cet accident. Elles font partie aujourd'hui de ma propre famille et je me suis engagé à rester à leur côté jusqu'à la fin de mes jours. Et pour répondre à votre question, nous luttons contre le Hezbollah depuis des années. Et pour être clair, l'Iran reste la menace la plus concrète via ses proxys. Le Hezbollah s'est déployé au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak. Et la principale leçon que nous avons retenue du passé, c'est que nous devons être plus déterminés face au Hezbollah. Tout cela va dépendre du résultat des négociations à Vienne. Si un nouvel accord est signé, une somme d'argent non négligeable va affluer dans les caisses de l'Iran et donc du Hezbollah. Ce qui me pousse à dire que c'est une question de temps avant que le dispositif de roquettes du mouvement, construit depuis des années par l'Iran, ne soit utilisé. Et ça sera ma dernière question, colonel Kobi Marom. Pourquoi Israël ne dit pas les mots? L'Iran, clairement, a visé le président Herzog au moment où il était en visite officielle aux Émirats. En tant qu'expert, je sais que les Iraniens ont ordonné le tir de missiles des rebelles Houthis en direction des Émirats, où se trouvait le président de l'État d'Israël. Les Iraniens voulaient clairement embarrasser les Émirats et Israël. Ils ont attaqué récemment les bases américaines en Irak et d'autres cibles il y a quelques semaines. Les Iraniens cherchent à tout prix à faire monter la pression pendant que les Occidentaux négocient à Vienne. Mais Israël en est clairement conscient. L'Iran est et restera la principale menace d'Israël dans la région. Nous avons besoin d'influer sur l'opinion internationale et d'avoir une stratégie commune contre l'Iran. À Gaza, au Liban, en Syrie, jusqu'en Irak. Et même si Israël coopère sur cette problématique avec certains pays sunnites, je ne vois pas quel autre pays pourrait lutter contre l'Iran. C'est un problème qu'Israël doit gérer seul. Je ne vois même pas les États-Unis lutter à nos côtés. C'est le devoir d'Israël de lutter contre l'Iran en renforçant ce pouvoir de dissuasion dans la région. Merci, colonel de réserve Kobi Marom. Je rappelle que vous étiez commandant de brigade au moment des faits, au moment de cette tragédie des 25 ans du crash des hélicoptères. Merci à vous.